Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du roman Galant de Victoria Schwab. Donc il s'agit de la deuxième lecture que j'ai effectuée pour le mois de la fantasy. Ce roman là entrait dans la catégorie, je crois que c'était la catégorie R, où il fallait lire un livre jeunesse. Alors ici on n'est pas totalement dans un livre jeunesse, on est plutôt dans un livre pour adolescents. J'ai considéré que c'était de la jeunesse puisque moi je lis pas ce genre de roman habituellement. Après ma lecture je peux confirmer qu'effectivement c'est plutôt un roman adressé aux ados. Alors ici il s'agit d'un roman fantastique mais un petit peu horrifique. Alors quand je dis horrifique c'est à prendre vraiment avec des pincettes, ça fait pas peur hein, parce que comme je vous dis c'est adressé aux ados. Mais vous avez un peu de... certains éléments horrifiques de par le fait qu'on va parler d'esprit, qu'on va parler un petit peu de démons. Ça peut faire un peu peur, même si j'ai pas moi du tout eu peur. On va donc se retrouver à suivre Olivia qui est une jeune fille. On sait pas très bien quel âge elle a, c'est jamais mentionné dans le roman. Je dirais qu'elle doit avoir 16 ans, 16-17 ans mais certainement pas plus. Elle est muette, donc elle n'a jamais pu parler de sa vie et elle habite dans un orphelinat. Sa maman l'a abandonnée quand elle était toute petite, elle ne connaît pas ses parents, elle n'a plus de famille, du moins c'est ce qu'elle croit. Et donc elle vit dans cet orphelinat depuis super longtemps, orphelinat dans lequel elle est malheureuse, on peut bien s'en douter. C'est un endroit assez lugubre, très gris, où il n'y a pas de fleurs, enfin voilà, c'est un endroit qui est décrit comme quelque chose de sombre et de triste. Olivia a un talent, une particularité, c'est de pouvoir voir les esprits, mais dans le roman... voilà, ce n'est pas traduit par esprit, c'est traduit par ghoul. Mais l'idée est un petit peu la même. Et puis un beau jour, l'orphelinat reçoit une lettre de son oncle, de l'oncle donc d'Olivia, qui se manifeste et qui dit que voilà, ça fait des années qu'il la cherche, qu'il l'a enfin trouvée et qu'il est temps qu'elle rentre chez elle. Du coup Olivia, elle part et elle se rend au manoir qui s'appelle Galant. Autre petite information importante aussi, c'est que tout ce que Olivia a comme souvenir de sa maman, c'est un journal intime que sa maman tenait, dans lequel il y a des propos un petit peu incohérents, il y a également des dessins un peu sombres, voilà, tout ça est un petit peu étrange. Et il y a également une lettre à la fin de ce journal intime qui est adressée à Olivia. Et en gros ce qu'il faut retenir c'est que sa maman lui dit que tout ira bien pour elle à partir du moment où elle se tiendra loin de Galant. Et là justement Olivia elle fonce tête la première dans le manoir. Quand elle arrive là-bas elle va découvrir qu'en fait elle a un cousin et que bien son oncle en fait est mort depuis 1 an. Donc qui est la personne qui lui a écrit ce courrier? Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumer. L'essentiel de l'histoire se déroule donc dans un manoir, le manoir Galant. Moi personnellement j'aime bien les histoires un peu horrifiques qui se déroulent dans les manoirs. Je trouve que ça s'y prête trop bien et c'est vrai que j'aime bien ça. Je trouve que le concept de l'histoire, tout le déroulement de l'intrigue est plutôt bien fait. C'est un peu long par moments mais c'est quand même bien fait. J'ai aimé, sauf la fin. Une fois qu'on arrive à la fin, au dénouement final, moi la sensation que j'ai eue c'était que l'autrice avait envie de vite terminer son roman parce qu'elle en avait marre et qu'elle t'a sorti une fin très rapide, très simple et très... où t'as juste envie de te dire tout ça pour ça en fait. Et donc je trouve ça très décevant. Et à la fin justement dans les remerciements, l'autrice explique que il lui a fallu beaucoup de temps pour écrire ce roman et qu'elle remerciait sa famille, ses éditeurs, etc. de lui avoir laissé le temps d'écrire cette histoire parce qu'elle a été bloquée et que voilà il lui a fallu beaucoup de temps. Et je trouve franchement que ça se ressent. J'ai vraiment cette sensation que la fin, elle savait pas comment finir son roman. Je pense qu'elle était bloquée, je sais pas, c'est vraiment la sensation que j'ai eue et j'ai eu cette sensation là avant de lire son petit mot dans les remerciements. Voilà, qu'elle était vraiment bloquée, qu'elle savait pas comment finir son histoire et que donc elle a choisi la facilité et voilà, j'ai pas trouvé que cette fin était terrible et malheureusement quand tu as un roman qui est assez chouette et que la fin te déçoit fortement, l'impression que tu as du roman elle est pas top parce que évidemment tu vas retenir la dernière scène que tu as lue, c'est surtout ça que tu retiens et là ce que je retiens c'est que c'est pas génial. Donc
Il y a aussi pas mal de, je vais pas dire des incohérences, mais des petits éléments qui, moi, en fait, je me posais des questions. Genre Olivia, je vais pas spoiler, mais pour ceux qui ont lu le roman, Olivia, elle a été conçue d'une façon un peu particulière. Comment c'est possible, matériellement, physiquement, comment... Je sais pas, on sait tous comment on fait des bébés, non? Comment c'est possible? Voilà, moi ça m'a perturbé, je vous jure, quand j'ai su d'où elle venait, ça m'a perturbé, mais tout le long du roman, quoi. Hein. Je n'arrête pas de me dire, mais comment ils ont fait? Je voudrais bien qu'on m'explique. Alors ça peut peut-être être un détail, mais voilà, moi ça m'a perturbé. Il y a des scènes qui sont très faciles, je trouve qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique. L'écriture est pas non plus extra, c'est pas mauvais, c'est fluide, voilà, mais c'est pas non plus... C'est pas fou. En fait, on voit que c'est adressé aux adolescents et voilà, je pense que ça peut vraiment plaire pour cette tranche d'âge, 15-16 ans. À mon avis, c'est tout à fait le genre de roman qui peut plaire et peut-être même faire un petit peu peur. C'est un roman que je vous conseillerais plutôt de lire en période d'Halloween parce que franchement, je trouve que ça se prête plutôt bien à la période d'Halloween. Pour autant, je suis pas déçue de l'avoir lu parce que j'ai passé un bon moment, mais j'ai quand même cette espèce de sensation d'avoir perdu mon temps avec ce roman parce que si tu veux, l'histoire ne m'a rien apporté. Elle m'a apporté un peu de divertissement, mais elle m'a rien apporté d'autre. Elle m'a pas apporté des réflexions, elle m'a pas apporté un effet où je me dis waouh, où tu sais l'histoire après te reste en tête et tu y penses tout le temps. Et non, en fait l'histoire m'a rien apporté. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais ça aurait pu être beaucoup mieux avec une fin plus travaillée, plus recherchée, plus... ouais, je sais pas, une autre fin, je trouve. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ce roman Galant. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? Est-ce que vous avez apprécié la fin? Est-ce qu'il y a certains petits aspects de l'histoire qui vous ont un peu chiffonné? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup là je me suis lancée dans le tome 2 de Blackwater, voilà, qui s'intitule La Digue. Alors ce livre ne faisait pas partie de ma pile à lire pour le mois de la fantasy, mais comme j'ai lu le tome 1 et que j'ai vraiment envie de connaître la suite, et voilà, j'ai pas envie d'acheter 50 000 livres non plus, je vais lire ce que j'ai déjà. J'ai décidé de lire celui-là et je pense qu'il peut tout à fait entrer dans la catégorie O. C'était le premier sous-menu, je vous avoue que je ne sais plus le nom de ce sous-menu, mais il fallait lire un livre de piraterie ou avec des bateaux ou sur l'eau. Bah ici voilà, il y a eu une inondation, là il y a une digue apparemment qui va être construite, il y a une créature qui vit dans les marécages. On est sur l'eau, donc pour moi il peut rentrer dans cette, voilà, dans cette catégorie. Je pense que ça peut complètement fonctionner. Je suis qu'au tout début, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Et puis alors ce que je voulais vous montrer, c'est ce roman. Le mien, oui, c'est le mien, hein. Attise-moi si tu peux. Donc c'est la réédition de mon roman Attise-moi si tu peux, le titre n'a pas changé. Donc il est publié chez Bookmark dans la collection Romance Passion. Je l'ai reçu en format livre, il a été publié, je crois que c'est le 23 avril, en format livre, donc un mois après la version numérique. Donc voilà, sachez que vous pouvez vous le procurer si vous en avez envie. Je trouve que moi j'aime bien les recouvertures, elles sont en fait en aspect mat, un peu velouté comme ça. Ils font de très très belles couvertures chez Bookmark, franchement à ce niveau là je trouve qu'il n'y a rien à dire. Et donc voilà, il est vendu au prix de 19 € voilà, si ça vous dit. Et il est pas très long, hein, il fait 303 pages. Voilà, c'est pas une très longue histoire, ça se lit très vite, je peux vous l'assurer. Bon voilà, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est une histoire qui se lit très vite. Et si vous aimez bien la romance, je sais qu'ils ont utilisé le tag slow burn. Donc c'est, vous savez, les romances qui se déroulent très lentement, où en fait ils se sautent pas dessus dès les 15 premières pages, quoi. Vraiment, où la relation met du temps à se créer et où en fait, si tu veux, le désir monte au fur et à mesure des chapitres. C'est vraiment ce que j'ai fait avec cette histoire. Et voilà, n'hésitez pas à l'acheter si ça vous dit, si vous avez envie de l'avoir en format papier, bah il est dispo. Voilà pour cette première partie de vidéo, on se retrouve dans quelques jours. Et coucou, on est mercredi 18, je crois qu'on est le 18 mai. Et je voulais profiter de cette petite séquence de vidéo
pour remercier mes abonnés Instagram, du moins ceux qui sont les plus fidèles et qui ont vraiment été d'un très très grand soutien la semaine dernière. Parce que sans entrer vraiment dans les détails, il s'est passé un truc assez moche sur Instagram pour moi. J'ai eu un petit souci avec un auteur et ça m'a vraiment foutu un coup au moral de fou. J'étais vraiment pas bien et vraiment j'étais dépitée quoi, j'étais vraiment très très mal. Et du coup j'ai posé une question en story sur Instagram pour essayer de comprendre si j'avais vraiment moi fait quelque chose de mal. Et vous avez été quelques-uns à me répondre, à me rassurer, à être vraiment super gentils, à m'encourager. Et vraiment ça m'a tellement reboosté, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais dans un état, j'avais le moral dans les chaussettes quoi, j'étais vraiment pas bien du tout. Et voilà, je voulais juste dire merci à ces personnes-là qui ont été d'un super soutien. Du coup après ça a été beaucoup mieux, du moins le lendemain ça a été mieux, j'ai un peu plus relativisé, j'ai un peu plus réfléchi, j'étais moins dans l'émotion et du coup voilà maintenant c'est passé, même si je garde encore un arrière-goût du souci qu'il y a eu, qui est pas grave en soi, mais voilà ça m'a vraiment touchée et je garde un arrière-goût assez négatif de ça. Et du coup j'avais envie de rebondir sans expliquer ce qui s'est passé ni avec qui, mais je voulais rebondir sur le fait de est-ce que en lecture on a le droit d'avoir des a priori sur des romans. Parce qu'apparemment tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Visiblement voilà, certains estiment qu'on n'a pas le droit d'avoir des a priori, ou du moins apparemment qu'on ne peut pas les exprimer publiquement. Et donc je me demandais vraiment qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des a priori sur des romans? Personnellement ça me semble compliqué de ne pas en avoir. Moi j'en ai quasiment sur tous les livres que je lis. Alors des a priori ça démontre, ça sous-entend quelque chose de péjoratif. J'ai peut-être pas forcément des a priori sur chaque roman, je m'attends peut-être pas forcément à avoir un avis négatif sur chaque roman. Parfois ce sont simplement des attentes qui sont du coup comblées ou pas, mais des a priori j'en ai quand même assez souvent. Je vous donne un exemple ici, je suis en train de lire le roman de Jonathan Werber, donc c'est le fils de Bernard Werber, l'auteur très très connu. C'est son premier roman donc que je suis en train de lire. Il s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais. En démarrant la lecture, j'avais un gros a priori parce que je n'aime pas le style d'écriture de son père, de Bernard Werber, et j'avais vraiment très peur que le style d'écriture du fils soit similaire. Et donc mon a priori c'était que le style d'écriture me touche pas, me plaise pas, et que du coup je passe à côté du roman. C'était donc mon a priori. Je vous donne encore d'autres exemples. J'aimerais bien lire La carte des confins de Marie je sais plus comment. Eh bien j'ai un gros a priori sur cette histoire parce que j'ai le sentiment que c'est un copier-coller de Pirates des Caraïbes. En tout cas c'est ce que j'ai entendu sur certaines vidéos. Du coup ça me fait un peu peur parce que moi les romans qui sont un peu copier-coller style fanfiction, je déteste ça. Donc mon a priori c'est que ce soit un peu trop fanfiction de Pirates des Caraïbes. Du coup voilà, c'est une peur, un a priori que j'ai sur ce roman là. Je vous donne encore un autre a priori, le dernier roman que j'ai lu, Galant. Mon a priori c'était que ce soit trop pour les adolescents, trop jeune adulte, et que ça ne me plaise pas parce que moi les romans jeune adulte c'est pas mon truc. Voilà, c'était un a priori puisque c'était quelque chose d'assez négatif, une pensée que j'avais vis-à-vis du roman qui était négative. Après ça m'a pas empêché de lire le roman, de l'apprécier dans une certaine mesure. Voilà, je pense que on a un peu tous des a priori sur un roman. Quand tu achètes un roman, que tu commences à le lire, c'est quand même super rare que tu n'as pas d'attente ou que tu n'as pas peut-être certaines craintes vis-à-vis de ce roman. Voilà, en tout cas moi c'est mon avis et je ne vois pas où est le problème en fait à exprimer les a priori qu'on peut avoir pour un roman. Ça ne reste qu'un avis personnel, ça ne reste que voilà, un sentiment qu'on peut avoir par rapport à un roman. Je pense que ça peut être bien aussi pour les auteurs d'avoir conscience de ce que leur roman dégage auprès des gens,
puisque voilà, moi je peux avoir des a priori sur certains romans, peut-être que les auteurs vont se dire ah ben tiens, moi j'avais pas pensé que mon roman serait vu comme ça, donc peut-être que dans tout ce qui est communication il faudrait changer certaines choses, peut-être que la couverture du coup ne convient pas, parce qu'on peut aussi avoir des a priori à cause des couvertures. Moi je vois une couverture avec un mec à moitié à poil, mon a priori c'est que bah ouais, c'est de la new romance et ça va encore être avec un mec super beau et une fille super naïve, et donc je vais pas aimer. Voilà, je pense que des a priori on peut en avoir, enfin voilà, vis-à-vis du résumé, vis-à-vis du texte, vis-à-vis de la couverture. On peut avoir des a priori aussi par rapport à des avis sur Booktube, sur Bookstagram. Voilà, les gens, tu as vu que tu as écouté une vidéo, quelqu'un parle de tel roman, il dit qu'il a bien aimé ou pas aimé selon le roman, le thème abordé dans le roman. Bah, si toi c'est un thème que tu n'aimes pas forcément, tu peux avoir comme a priori de passer à côté du roman parce que le thème te touche pas forcément. Voilà. Je sais pas, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez de ça, du fait d'avoir des a priori sur un roman. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez pas ça normal? Est-ce que je suis la seule à avoir des a priori comme ça sur les romans que j'achète et que je lis? Parce que j'achète des romans sur lesquels j'ai des a priori, mais comme j'ai vraiment envie de savoir si ce que je pense est fondé ou pas, mais je lis quand même le roman. Je vous en parlais encore il n'y a pas longtemps dans la vidéo où je vous expliquais que j'avais lu le roman La Sœur du Soleil, le 6e tome de la saga Les 7 Sœurs. J'ai attendu presque 1 an pour lire ce tome parce qu'il parlait de Electra, qui était la sœur que j'aimais le moins, et j'avais tellement d'a priori sur cette personne qui se droguait, qui était alcoolique. J'ai reculé le plus possible pour lire cette histoire et finalement j'ai tellement aimé ce roman, mais tellement, mes a priori n'étaient pas fondés. Mais je pense que c'est normal d'avoir des a priori. Et est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose de les exprimer publiquement? Est-ce qu'on devrait tous, du coup, dans nos vidéos, tous ceux qui font des vidéos ou qui expriment leur avis sur Instagram, enfin en tout cas publiquement, est-ce qu'on devrait en fait uniquement parler du coup de ce qu'on connaît, de ce qu'on est sûr? Est-ce que le fait de parler de nos ressentis, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct? Voilà, dites-moi en commentaire votre façon de penser par rapport à ça, je serais vraiment curieuse parce que moi en fait c'est une question que je m'étais pas posée, je voyais pas le problème en fait, mais du coup là avec ce qui s'est passé, je me suis vraiment remise en question, je me suis dit peut-être qu'en fait tu peux pas dire ce que tu ressens par rapport à un roman, je sais pas. J'ai vraiment eu une grosse remise en question et un gros mal-être suite à ça. Du coup je pense que tout simplement il y a peut-être des auteurs desquels il est très délicat de parler. Certains thèmes aussi peut-être qu'il est très délicat d'aborder en vidéo parce que je sais pas, ça soulève trop de polémiques peut-être, ça soulève peut-être trop de je sais pas trop, mais dans tous les cas, je pense que on ne peut pas parler de tout publiquement. On ne peut pas parce que voilà, il y a des gens qui réagissent au quart de tour et qui, j'en sais rien, qui n'essayent pas de comprendre ou qui n'essayent pas d'ouvrir un dialogue ou voilà, je sais pas. En tout cas, je me suis vraiment remis en question et au final j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais peut-être été un petit peu maladroite dans mes paroles, même si je fais toujours extrêmement attention à ce que je dis en vidéo, vous vous rendez pas compte, mais franchement je mesure mes paroles quand je suis en vidéo. La façon dont vous me voyez là en vidéo, au naturel je suis pas vraiment comme ça en fait. Je mesure vraiment chaque mot que je prononce, je réfléchis à 2 fois avant de dire quelque chose, de peur de blesser, de peur que ce soit mal compris. Dans la vie de tous les jours, je ne parle pas du tout comme ça, je suis beaucoup plus cash et en général, j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent... la façon dont les gens vont interpréter mes paroles, je m'en fous en fait, je m'en fous complètement. Et ça c'est moi dans la vie de tous les jours. Sur internet je n'agis pas du tout comme ça. Je fais vraiment très attention. Ce que vous voyez n'est pas vraiment le reflet de qui je suis dans la vie de tous les jours de ce point de vue là. Mais apparemment malgré le fait que je prends beaucoup de précautions dans ce que je dis, que j'essaie toujours d'être bienveillante et pas blessante, etc. Ça fonctionne apparemment pas toujours. Et en fait c'est vraiment difficile quoi. C'est vraiment difficile de se rendre compte de ça et
Et voilà, c'est juste que ça porte un coup au moral vraiment. Mais bon, voilà, je m'en suis remise hein, depuis, voilà, ça fait une semaine, hein, ouais, presque une semaine. Voilà, je suis passée à autre chose. J'espère que je n'aurai plus de problèmes avec cet auteur ni avec voilà, des problèmes dans ce style là. Maintenant ce que j'ai appris par rapport à ça, c'est qu'il y a certains sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder en vidéo parce que ils sont trop sensibles. Donc voilà, maintenant je le sais pour l'avenir. Certains romans qui abordent certains thèmes, je ne les lirai plus, ou alors je les lirai mais j'en parlerai plus parce que ça passe pas en fait en vidéo et bah c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce dont je vous ai parlé là tout de suite, les a priori. Est-ce que vous en avez et est-ce que ça vous pose un problème que certaines personnes expriment leur a priori publiquement? Voilà. N'hésitez pas à discuter de ça en commentaire, toujours dans la gentillesse s'il vous plaît. J'ai pas besoin qu'on vienne me mordre ni qu'on vienne m'agresser comme on a pu le faire là, la semaine passée. Voilà, je pense que je mérite pas ça. Et je crois que si vous m'aviez en face de vous, vous ne vous permettriez pas de le faire. Donc ne le faites pas non plus en commentaire. Hein. Je pense que c'est juste du savoir-être en fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler lecture. Nous sommes le samedi 21 mai et je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus dans le cadre du mois de la fantaisie. Alors j'ai tout d'abord lu ces 2 livres, donc les 2 tomes de la saga Blackwater. Donc j'avais lu le premier roman dont je vous avais parlé je crois dans la précédente vidéo. Et j'ai lu le tome 2 et puis j'ai enchaîné direct avec le tome 3 parce que j'étais trop dedans et qu'il me fallait absolument la suite. Donc comme d'habitude les couvertures de Monsieur Toussaint l'ouverture sont vraiment très très belles. L'auteur, je vous ai pas dit, c'est Michael McDowell. Le tome 4 est sorti là le 19 mai. Je me retiens pour ne pas me jeter dessus. Je me suis dit que j'allais attendre que le tome 5 sorte pour pouvoir acheter les 2 tomes d'un coup et comme ça je vais les enchaîner. Mais vraiment à la fin du tome 3 j'avais juste envie de me lancer dans le tome 4. Mais bon voilà, il n'était pas dispo. Alors je vais pas trop en parler parce que je vous ai déjà parlé du tome 1 et bon bah ici voilà il s'agit de la suite, donc forcément je peux pas trop en dire pour ne pas spoiler l'histoire. Mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que le tome 1 je l'avais apprécié, mais en même temps c'était pas non plus j'étais pas hyper emballée non plus parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose et j'avais vraiment cette sensation que c'était un tome introductif. J'ai acheté le tome 2 pour la principale raison que je trouve que la couverture était vraiment jolie. Si la couverture n'avait pas été aussi belle, j'aurais pas enchaîné, je pense, j'aurais pas poursuivi la saga. Donc vraiment c'est très superficiel hein, comme choix, mais bon je l'assume, voilà, je trouve que les romans sont très beaux, donc du coup je me suis dit allez tu vas quand même essayer de continuer pour voir un petit peu si ça va mieux. Le tome 2 est un peu mieux que le tome 1, disons qu'ici on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est un peu moins introductif. Il y a quelques petits éléments de fantasy horreur, donc on se dirige plus vers quelque chose d'horreur. Mais c'est hyper léger, voilà, c'est pas... c'est léger. T'as quand même une scène à la fin ouais, dans le dernier quart du roman. Je m'y attendais pas, hein. Ah je m'y attendais pas. Quand j'ai vu quand j'ai lu cette scène, je me suis dit oui mais bon c'est quand même bien glauque hein. Je m'y attendais pas. Vraiment là j'étais un peu sur le cul. Mais du coup, même si ça va être très bizarre ce que je vais dire, ça m'a fait aimer le livre d'autant plus parce que enfin c'est ce que j'attendais, qu'il se passe quelque chose de vraiment horrible ou que les éléments fantastiques prennent un peu plus de place. Donc voilà, ça c'était pour le tome 2. Et puis le tome 3, en fait le tome 3 je vous avoue que je l'ai adoré, c'est celui que j'ai préféré jusqu'à maintenant. Lui je l'ai trouvé vraiment très très bien parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ça y est, maintenant le surnaturel est quand même bien présent. Et tu as toujours cette, cette aura d'horreur, mais qui prend vraiment de l'ampleur hein. Ah, voilà, ça prend de l'ampleur. Et en fait en lisant ce tome là je me suis dit
que ça me faisait penser à quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, j'ai compris. J'ai tilté en fait, ça m'est venu à l'esprit ce à quoi ça me fait penser. Je trouve que ça ressemble très fort aux, je vais pas dire les romans parce que je les ai pas lus, mais aux films tirés des livres de Stephen King. C'est le même style d'ambiance, tu vois, c'est pas qu'il se passe, c'est pas qu'il y a des trucs forcément horribles qui se passent, mais t'as une espèce d'aura malsaine et tu attends, tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, tu sais qu'il y a une espèce de monstre, enfin... Tu t'attends à ce que quelque chose de vraiment horrible arrive, mais ça met du temps. Et je trouve que les romans, en tout cas, que les films tirés des romans de Stephen King font cet effet-là. Je pense plus particulièrement au film, ça s'appelait Dreamcatcher, je crois que c'était celui-là, où t'avais une espèce de bête. Mais c'est... ouais, je sais pas. En fait, la sensation, tu sais, que ça te fait à l'intérieur de toi, c'est très difficile à décrire. Mais ça me fait la même chose que quand j'ai vu ce film Dreamcatcher et quand je regarde des films tirés des livres de Stephen King, genre Shining, c'est un peu ça aussi. Et ouais, ça me fait penser à ça. Et du coup, ce tome 3, je l'aime bien et j'ai tellement envie de connaître la suite. Il y a un personnage en fait qui fait son apparition dans le tome 3. Et qui est très intéressant parce qu'en fait on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ce personnage et donc j'ai envie de savoir la suite et ce personnage n'est pas dans les deux autres tomes donc forcément voilà, ce tome il était vraiment bien, franchement si comme moi le tome 1 vous a pas forcément emballé, essayez de poursuivre jusqu'au tome 3 parce que le tome 3 vraiment il est pas du tout comme les deux autres et il est beaucoup plus voilà, il se passe plein de trucs et voilà, maintenant, enfin vous le voyez, je pense, je suis hyper emballée par cette saga et je pense que je vais lire du coup les 6 tomes. Et donc pour le coup, ce n'est pas à cause de la couverture, hein, c'est vraiment parce que maintenant j'apprécie le texte. Du coup pour ce qui est du mois de la fantasy, j'avais pas prévu de lire ces deux bouquins là dans mon challenge, mais finalement je vais les insérer et remplacer des livres que du coup je ne compterai pas lire parce qu'on est déjà le 21 mai et comment vous dire que je ne saurais pas lire tout ce que j'avais prévu. Donc je pense que pour le menu haut, donc tu avais dans le sous-menu voyager sur les flots, donc là il fallait lire un livre de pirates, de voyage et de bateaux. Je pense que voilà, ces romans là peuvent tout à fait convenir. Vu que il y a eu une inondation, une crue, vu que le monstre est un monstre qui provient de l'eau, voilà, il y a le fleuve, le Perdido et le Blackwater dans l'histoire. Les personnages se promènent souvent sur une barque sur ces fleuves. Voilà, je pense qu'on est dans le thème quand même du bateau. Je crois que ça peut convenir, donc je vais les insérer dans ce menu là à la place du coup de la carte des confins que je vais pas lire. Voilà, il me donne envie, il me donne pas envie à la fois. Il est quand même à 12 € en numérique, donc si je le lis ce sera quand il baissera de prix, mais je vais pas le lire maintenant. Donc je pense que ces romans là je peux les mettre à ce niveau là. Dans le menu R il fallait lire un livre de poche, donc c'était le sous-menu léger comme l'air. Et je vous avais dit que je comptais lire le livre de Jonathan Werber, Là où les esprits ne dorment jamais. Je l'ai lu. Alors malheureusement j'ai respecté ce que j'avais dit que j'allais lire, mais c'est pas du tout un livre de fantasy. Il n'y a pas du tout de fantastique, de fantasy, il n'y en a pas du tout. Donc du coup je sais pas si je peux valider cette sous-catégorie parce que parce qu'en fait je le savais pas en commençant le roman et j'avais vraiment un gros doute par rapport à ça et il se fait que non c'est pas voilà, c'est pas du tout fantastique. Je vais quand même vous en parler hein. Du coup donc Jonathan Werber c'est le fils de Bernard Werber, l'auteur très connu hein, qui a publié Les Thanatonautes, Les Fourmis, l'histoire avec le chat là je sais plus comment ça s'appelle, La boîte de Pandore, enfin voilà il y en a tout plein. C'est un auteur que j'ai dû lire quand j'étais à l'école, j'ai dû lire Les Fourmis, j'ai détesté, j'ai lu aussi L'Empire des Anges. J'ai lu aussi un livre avec Dieu dedans mais je sais plus comment il s'appelle, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et puis j'ai lu La boîte de Pandore, ça c'est le dernier que j'ai lu, que j'avais bien apprécié. Le souci avec Bernard Werber c'est que je n'aime pas son style d'écriture, il n'y a rien à faire, ça va pas, j'arrive pas à accrocher, j'ai lu plusieurs livres à lui et ça le fait pas, je n'arrive pas, c'est comme ça s'explique pas, c'est pas assez immersif pour moi, je me sens pas impliquée. Et donc j'avais peur que le fils écrive comme le père, voilà, c'était ma plus grosse crainte.
Et en fait, eh bien c'est une bonne surprise parce que ce n'est pas du tout le cas. Je vous avoue que ce roman est très bien écrit, il est très agréable à lire. Le style d'écriture est vraiment chouette, il est très immersif, enfin très immersif, en tout cas il est immersif. Je me suis sentie concernée par les personnages, j'ai aimé l'héroïne, j'ai aimé la suivre. Franchement, niveau style d'écriture, je préfère le fils au père. Voilà, à ce niveau-là, franchement, c'est nickel. Par rapport à l'histoire, en fait, ici on va suivre plutôt l'enquête sur les sœurs Fox. Alors les sœurs Fox, vous ne les connaissez peut-être pas. Personnellement, je ne les connaissais pas avant de me plonger dans cette lecture. Les sœurs Fox ont fait leur apparition fin des années 1800 et elles ont créé le mouvement du spiritisme. C'est grâce à elles que ce mouvement a vu le jour, a pris de l'ampleur et existe toujours actuellement. Hein. Et donc ce mouvement donc, apparemment a été créé aux États-Unis. En tout cas les sœurs Fox proviennent des États-Unis. Et donc ici on va suivre Jenny, qui est une illusionniste, donc elle fait des tours de magie dans la rue, elle est assez pauvre, c'est compliqué pour elle parce que ben voilà, le fait d'être illusionniste tu gagnes que dalle quoi, tu gagnes juste ce que les gens veulent bien te donner à la fin de ton spectacle et en plus ben, elle n'est pas mariée. On est en 1888, donc quand t'es une femme, que t'es pas mariée et qu'en plus tu fais des spectacles de rue, on va dire que ta situation elle est quand même pas folichonne hein. Et en fait elle va se faire recruter par l'agence Pinkerton, qui est en fait une agence de détective. Donc il y a deux patrons et un des deux, Robert, va l'engager pour qu'elle enquête sur les sœurs Fox parce que donc il est persuadé que les sœurs Fox sont de grosses arnaqueuses, qu'elles ne parlent en fait pas du tout aux esprits et il voudrait parvenir à démontrer cela. En particulier en parvenant à comprendre d'où proviennent les tocs. Parce qu'en fait quand les sœurs Fox font des spectacles de spiritisme, elles invoquent donc des esprits et elles demandent aux esprits de leur répondre par des tocs. Pour des oui, non et le trois coups c'est qu'ils veulent pas répondre ou que la question n'est pas précise ou un truc dans ce style là. Et en fait ces tocs, personne n'a jamais pu déterminer comment elle faisait. Voilà, les salles ont été inspectées plusieurs fois, tout ça. Et en fait, personne n'a jamais trouvé d'indice par rapport à comment ces tocs sont faits. Jenny donc est chargée d'enquêter là-dessus. Du coup donc ici c'est vraiment une enquête policière. On n'est pas du tout dans la magie, ok on parle de spiritisme, mais vu qu'on essaie de démontrer que les sœurs Fox sont des arnaqueuses, on est vraiment dans tout ce qui est plus réflexion scientifique. On est vraiment, ouais c'est une enquête policière en fait. Alors il va pas être question de meurtre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ça, c'est un roman policier. Voilà, en soi c'est un roman policier, point. C'est pas du tout fantastique ni quoi que ce soit. J'ai trouvé que l'enquête était bien menée, c'est bien. Certains éléments quand même, je me suis dit que c'était pas super plausible ou que c'était un peu facile. Mais voilà, c'était quand même agréable. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas trop aimé, c'est que si vous voulez, en fait, les chapitres ne sont pas du tout numérotés. Donc ça, c'est quand vous commencez un chapitre, il n'y a pas de numéro, mais juste avant, en fait, votre chapitre, vous avez à chaque fois... ah bah si le numéro il est là en fait. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait le numéro là. Bon autant pour moi hein. En fait si tu veux quand tu commences ton chapitre, voilà tu as le numéro de ton chapitre et tu as l'extrait d'un livre. Alors soit c'est le guide Pinkerton du parfait agent, soit c'est le manuel de l'illusionniste, quelque chose comme ça, que Jenny a en sa possession. Donc tu as à chaque fois un extrait d'un de ces deux bouquins et puis tu as le chapitre qui commence avec la suite de l'histoire. Alors les chapitres, enfin le fait de mettre comme ça des extraits de livres, j'ai trouvé ça très inutile et assez lourd en fait. Ça alourdissait le texte et en fait ça n'apportait pas grand chose. Donc franchement ça pour le coup bof. En plus le livre est quand même grand, hein, il y a quand même 530 pages donc t'en as pour un bon moment. Donc ici je vous dis on va suivre les sœurs Fox qui ont réellement existé, donc l'auteur se base sur un fait historique réel. Néanmoins, je dirais que tu as 90% de fiction dans le roman. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il a brodé quoi autour de ça, mais brodé vraiment très très fort. Par exemple, la fin,
tu vois ce que deviennent les sœurs Fox. Mais cette fin est complètement à l'opposé de ce qui s'est réellement passé pour elle. Et il explique très bien parce qu'à la fin tu as un dernier petit chapitre dans lequel il explique la vraie histoire des sœurs Fox. Et donc il explique pourquoi il a choisi cette fin là. Mais c'est complètement, c'est pas la vérité en fait. Du coup moi je suis toujours un peu mitigée avec ces romans parce que... je suis contente parce que j'apprends des choses, du coup voilà, je savais pas qui étaient les sœurs Fox, je savais pas comment avait été créé le spiritisme, etc. Du coup j'ai appris des choses, ça c'est chouette. Mais d'un autre côté, vu qu'il y a 90% de fiction dans le roman, il y a un moment donné, tu sais plus ce qui est réel et ce qui est inventé. Et ça je trouve que c'est dangereux parce que si tu vas te mettre à parler avec quelqu'un, je sais pas, quelqu'un va te parler des sœurs Fox, tu vas dire ah ben génial, j'ai plein de connaissances par rapport à ça, j'ai lu un roman qui en parlait en long et en large, je connais plein de trucs. Tu vas commencer à voilà, à étaler ta connaissance et en fait tu vas raconter des conneries parce que c'est juste Jonathan Werber qui a décidé d'inventer une histoire où il brode énormément. Du coup voilà, moi son histoire je suis un peu mitigée, mais ce que j'aime bien c'est qu'à la fin il y a quand même un chapitre sur la vérité. Du coup voilà, tu essayes d'oublier tout ce que tu as lu et de te concentrer uniquement sur les faits qui sont vrais. Voilà. Est-ce que je vous conseille ce roman? Écoutez, je ne sais pas trop parce que autant j'ai trouvé que c'était quand même agréable quand j'étais dedans, voilà, ça m'a distrait. J'étais contente d'y retourner, je l'ai lu quand même assez rapidement vu le nombre de pages. C'était sympa. Mais en même temps, c'est pas le roman que j'irais conseiller en fait. Tu vois, si j'ai envie de te parler de romans qui m'ont marqué ou qui valent le détour, je vais pas le citer dedans. Voilà, je vais pas le citer dedans. C'est sympa, c'est distrayant, mais c'est pas... Je pense, enfin, il y a plus intéressant, je crois, comme roman. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas le roman que je vais retenir de cette année 2022, ça c'est clair. Et je pense que... grosso modo je vais vite oublier l'histoire. Je vais quand même retenir l'essentiel des sœurs Fox parce que ça m'intéresse. Je m'intéresse très fort au spiritisme, donc c'est pour ça qu'en fait le roman m'intéressait beaucoup parce que... et puis je vous avoue, j'espérais qu'il y ait quand même du surnaturel et j'espérais que... ouais, je sais pas, qu'il y ait des choses qui soient difficilement démontrées ou j'en sais trop rien, mais en fait non, c'est très scientifique et voilà, c'est... pas mauvais du tout, c'est bien. Il y a eu beaucoup de recherches aussi, Jonathan Werber a fait énormément de recherches, ça se ressent et c'est très cool. Mais voilà, moi c'est pas... ça m'a pas transcendé plus que ça quoi. Je pense que ça pourrait plus plaire à d'autres personnes qui ont des goûts différents des miens. Mais voilà, donc du coup par rapport à ce roman, ce que je peux en dire, il ne rentre pas du tout donc dans le challenge de la fantasy. Donc c'est un peu bête parce que du coup j'aurais pas le temps de lire un autre roman. Ceci dit, voilà, ceux-là sont des romans poche, donc je pourrais très bien me dire si c'est mettre celui-là dans le menu O pour le truc bateau et celui-là le mettre dans le menu R pour léger comme l'air. Ça peut convenir, hein, donc on va dire qu'on va s'arranger comme ça puisque là où les esprits ne dorment jamais, c'est pas un roman de fantasy. Là du coup je suis en train de lire un roman de Aurélie Wellenstein, je crois que c'est comme ça son nom, attendez je vérifie, ouais c'est ça, Wellenstein. Je suis en train de lire Le désert des couleurs, toujours pour le challenge de la fantasy, du mois de la fantasy, hein, ça rentre dans le menu feu et dans la sous-catégorie orange puisqu'il y a un petit peu d'orange sur la couverture. Oui, je sais qu'il y en a très légèrement, mais en fait je vous avoue que je n'ai pas envie d'acheter des romans pour dire d'acheter des romans pour faire le challenge. J'aimerais bien plutôt essayer d'écouler ce que j'ai déjà acheté. J'ai pas un budget illimité en livres par mois, donc du coup j'essaye de m'arranger de cette façon là. Pour le coup ici on est clairement dans de la fantasy, donc là je sais que ça rentrera dedans, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment au tout début, donc je sais pas vous en dire grand chose pour le moment. Mis à part que l'écriture est sympa, c'est déjà un bon point, c'est que le style d'écriture j'aime bien. Je sais pas du tout où l'autrice va nous emmener, vraiment j'ai lu je crois 5%, non peut-être un peu plus, je suis peut-être à 10% en fait du roman. Et ça me plaît pour le moment, donc du coup voilà, je vais poursuivre dans cette lecture là, mais je pense que je vous en parlerai du coup dans une prochaine vidéo parce que je crois que celle-ci est déjà bien longue. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas surtout à la commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.